Omar Sy sourit comme un homme qui a vaincu le destin. Pourtant, derrière cette lumière, il y a Traps, une enfance modeste, les préjugés, puis une célébrité si brutale qu'elle finit par voler une part de sa liberté. Et des années plus tard, il prête son visage à Assane Diop, un homme capable de tromper Paris tout entier, mais incapable d'échapper à son propre passé. Comment un héros admiré de tous peut-il finir seul, derrière des barreaux? Et pourquoi son plus grand combat n'a-t-il jamais été un vol, mais sa propre famille? Avant les tapis rouges, avant les plateaux de cinéma, avant que son sourire ne devienne familier à des millions de Français, Omar Sy était simplement un enfant parmi 8, dans une famille où chaque journée demandait des efforts. Son père, originaire du Sénégal, travaillait à l'usine. Sa mère, venue de Mauritanie, faisait des ménages. À Trappes, dans la banlieue ouest de Paris, on apprenait très tôt que les rêves coûtaient cher et que personne ne vous promettait de vous laisser les atteindre. Dans ces rues, Omar grandit avec une réalité que beaucoup préfèrent regarder de loin. Le chômage, les tensions, la violence parfois, mais surtout cette impression tenace d'être jugé avant même d'avoir parlé. Pour un jeune homme noir issu d'un quartier populaire, certaines portes semblaient déjà fermées. Il fallait souvent prouver 2 fois plus, sourire plus fort, travailler davantage, simplement pour être vu autrement que par son adresse ou la couleur de sa peau. Et pourtant, Omar ne choisit ni la colère ni la fuite. Il trouve 2 respirations, le football et l'humour. Le ballon lui donne un terrain où tout se décide dans l'instant. Le rire, lui, devient une arme beaucoup plus puissante. Faire rire, c'est renverser les rôles. Ah, pendant quelques secondes, ce n'est plus le quartier qui vous définit. C'est vous qui imposez votre rythme, votre regard, votre présence. C'est peut-être là que naît quelque chose d'essentiel chez lui. Omar observe les gens, il comprend leurs gestes, leurs silences, leurs contradictions. Il découvre qu'un visage peut dire une chose et en cacher une autre. Bien avant de jouer un homme aux 1000 identités, il apprend déjà à lire les masques que la société oblige chacun à porter. Mais il ne faut pas romantiser cette enfance. La pauvreté n'est pas une école magique, et les difficultés ne fabriquent pas automatiquement des héros. Elles épuisent, elles enferment, elles découragent. Si Omar avance, c'est aussi parce qu'il refuse peu à peu d'accepter la place que d'autres auraient pu choisir pour lui. Chaque petit succès devient alors une brèche. Chaque rencontre, une possibilité. Chaque rire arraché à un public, une preuve qu'un autre avenir existe. Et plus il s'éloigne symboliquement des limites de son enfance, plus une question grandit en silence. Jusqu'où peut-on aller sans perdre une partie de soi en chemin? Des années plus tard, cette question reviendra d'une manière presque troublante, car Omar Sy incarnera un homme qui, lui aussi, connaît les regards, les préjugés, les portes fermées et la nécessité de se réinventer. Un homme capable de devenir n'importe qui pour survivre, mais qui finira par ne plus savoir où se trouve vraiment sa propre liberté. En 2011, tout bascule. Le succès d'Intouchable ne transforme pas seulement Omar Sy en vedette, il change brutalement la manière dont le monde le regarde. En quelques mois, le garçon de Trappes devient l'un des visages les plus aimés du pays. Les salles rient, les médias l'adorent, les récompenses tombent. Mais derrière cette ascension fulgurante, une autre réalité s'installe. La célébrité ouvre des portes, mais elle en ferme aussi. Sortir dans la rue, dîner tranquillement, protéger un moment avec ses proches, tout devient plus compliqué. Là où Omar avait dû lutter pour être vu, il découvre maintenant le poids d'être vu partout. Et cette contradiction est cruelle. Lorsqu'on rêve de reconnaissance, on imagine rarement qu'un jour on pourra regretter l'anonymat. Sa famille devient alors un refuge à défendre. La réussite publique n'efface pas le besoin d'une vie normale, elle le rend parfois encore plus précieux. Plus les regards se posent sur lui, plus Omar comprend qu'il doit créer une frontière entre l'homme que le public croit connaître et celui qu'il veut rester lorsqu'il rentre chez lui. Puis vient l'Amérique. Mais Hollywood ne lui offre pas un trône. Omar arrive avec un handicap réel. Il maîtrise très mal l'anglais. Et
Pour un acteur consacré en France, il faut recommencer, apprendre, écouter, répéter, accepter de ne pas tout comprendre. Celui qui savait remplir une salle d'un sourire doit redevenir élève. Cette difficulté aurait pu devenir une frontière. Elle devient un passage. Peu à peu, il apprend la langue, s'adapte aux tournages internationaux et rejoint des productions comme X-Men ou Jurassic World. Chaque rôle prouve qu'il peut sortir du cadre dans lequel son succès français aurait pu l'enfermer. Mais plus sa stature grandit, moins ses gestes lui appartiennent. Une phrase, une attitude, un incident banal peuvent désormais devenir matière à débat. En 2025, un différend autour des règles imposées à son chien dans un train SNCF suffit ainsi à provoquer commentaires et articles. Ce qui serait anodin pour un inconnu devient, avec lui, une affaire publique. C'est le revers du symbole. Omar n'est plus seulement un acteur. Il est projeté, malgré lui, dans des discussions sur la réussite, les origines, les minorités et les fractures françaises. On lui demande parfois de représenter plus que lui-même, alors qu'aucun homme ne peut porter toutes les attentes déposées sur son visage. Et pourtant, le plus troublant doit venir. Après avoir passé sa vie à conquérir le droit d'être lui-même, Omar va incarner un homme condamné à ne presque jamais l'être. Un homme qui change de nom, de visage, de costume, qui traverse Paris comme une ombre, et dont le véritable combat commence bien avant son premier vol. Hassan Diop ne devient pas voleur parce qu'il aime l'argent. Derrière ses costumes impeccables, ses sourires calculés et ses disparitions spectaculaires, il y a quelque chose de beaucoup plus ancien. Un enfant qui n'a jamais accepté la manière dont son père lui a été arraché. Babacar Diop représentait tout ce qu'Hassan possédait de plus solide. Un père simple, digne, travailleur, qui croyait encore que l'honnêteté pouvait protéger un homme. Mais face à Hubert Pellegrini, cette certitude s'effondre. Pellegrini appartient à un monde de richesse, d'influence et de respectabilité. Aux yeux du jeune Hassan, il semble presque intouchable. Puis le masque tombe. Babacar est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. La justice qui devait chercher la vérité devient pour lui une machine impossible à arrêter. Il est envoyé en prison, son honneur est brisé, et bientôt, Hassan reçoit la nouvelle qui va couper son enfance en deux. Son père est mort derrière les barreaux. À partir de cet instant, le temps semble s'arrêter pour lui. On peut grandir, changer de vêtements, apprendre à sourire, tomber amoureux, avoir un enfant, mais certaines blessures ne vieillissent jamais. Hassan devient adulte avec une question plantée au fond de lui. Pourquoi son père a-t-il dû mourir pendant que ceux qui l'avaient détruit continuaient à vivre librement? Alors, il transforme la douleur en méthode. Il observe, il apprend, il mémorise. Arsène Lupin devient pour lui plus qu'un personnage de roman, presque une philosophie. Ne jamais affronter la force de face. Tromper le regard. Devenir celui que l'adversaire ne remarque pas. Là où d'autres utilisent les armes, Hassan utilise l'apparence, l'intelligence et le doute. Peu à peu, il devient capable d'endosser plusieurs identités. Chauffeur, homme d'affaires, livreur, policier, inconnu perdu dans une foule. Chaque visage est une porte de sortie. Mais derrière cette virtuosité se cache une vérité beaucoup plus triste. Plus Hassan devient doué pour être quelqu'un d'autre, plus il lui devient difficile de vivre simplement comme lui-même. Sa vengeance contre Pellegrini semble d'abord avoir un sens presque noble. Il veut laver le nom de Babacar, exposer les mensonges, remettre la vérité à sa place. Pourtant, la frontière commence déjà à se brouiller. Quand toute une existence est organisée autour d'un mort, peut-on encore construire quelque chose pour les vivants? Hassan croit contrôler le jeu parce qu'il anticipe toujours plusieurs coups à l'avance. Il sait ouvrir les portes, disparaître avant l'arrivée de la police et retourner les pièges contre ceux qui les ont préparés. Mais il ignore encore la règle la plus cruelle de son propre combat. Chaque victoire contre Pellegrini rapproche le danger de ceux qu'il aime. Et parmi eux, il y a Raoul. Hassan a passé sa vie à souffrir d'avoir perdu son père. Il ne comprend pas encore que sa quête de justice est sur le point de faire vivre à son propre fils la même peur
celle de voir son père disparaître. Ah, Hassan peut tromper une foule, détourner un policier, entrer là où personne ne l'attend et disparaître avant que le piège ne se referme. Mais il existe un terrain où son intelligence ne suffit plus, celui de la famille. Plus il s'approche de la vérité sur Pellegrini, plus le danger cesse de le viser lui seul. Raoul est au centre de cette peur. Pour son fils, Hassan veut être un père drôle, brillant, presque invincible. Il lui transmet son amour d'Arsène Lupin, transforme les histoires en jeux et les énigmes en aventures. Mais derrière cette complicité, une menace grandit. Un enfant peut admirer un héros sans savoir que ce héros attire aussi les ennemis. Lorsque Raoul est enlevé, tout s'effondre. Pour la première fois, Hassan ne ressemble plus au maître du jeu. Il n'y a plus de sourire, plus de plans élégants, plus de coups d'avance. Il n'y a qu'un père qui comprend que sa propre guerre vient de frapper son fils. Toi perit, Wendambor, Bab, Mao, Awam. Et cette vérité est insupportable. Plus Hassan cherche à protéger Raoul, plus sa présence semble l'exposer. Claire le sait depuis longtemps. Leur histoire a commencé bien avant les poursuites, les déguisements et les mensonges. Elle a connu le garçon derrière le personnage. Mais avec les années, vivre avec Hassan signifie attendre, douter, pardonner, puis recommencer. Le problème n'est pas l'absence d'amour, c'est ce qui rend leur séparation plus douloureuse. Claire peut encore voir l'homme qu'elle a aimé, mais elle ne peut plus construire une vie sur l'incertitude. Elle veut offrir à Raoul ce qu'Hassan ne parvient pas à garantir. Une maison où chaque bruit dans le couloir ne ressemble pas à une menace. Quand elle tente de reconstruire sa vie avec un autre homme, Hassan ressent la jalousie et la perte. Pourtant, au fond, il connaît la vérité. Claire ne cherche pas un amour plus spectaculaire. Elle cherche la paix. Et il reste Benjamin Ferrel, l'ami de toujours, celui qui connaît ses secrets, ses méthodes, ses blessures. Dans un monde rempli de faux noms, Benjamin est l'un des rares, devant qui Hassan n'a presque pas besoin de jouer un rôle. Il l'aide, le couvre, prend des risques sans exiger d'explication. C'est justement pour cela que sa présence devient essentielle. Quand tous les autres liens commencent à se fissurer, Benjamin représente encore une fidélité intacte. Mais Hassan va bientôt découvrir une cruauté qu'aucun manuel de stratégie ne peut enseigner. Quand un homme veut sauver tout le monde, il arrive un moment où chaque choix condamne quelqu'un. Et lorsque sa mère réapparaît soudainement, cette règle devient réelle. À partir de là, Hassan ne devra plus seulement tromper ses ennemis, il devra trahir ceux qu'il aime. Le retour de sa mère aurait dû être un miracle. Pendant des années, Hassan a vécu avec des absences. Puis soudain, celle qu'il croyait perdue réapparaît. Un instant, il peut croire que la vie lui rend enfin quelque chose. Mais chez lui, les retrouvailles ne durent jamais longtemps. Car ses ennemis comprennent où se trouve sa faiblesse. Sa mère est enlevée et utilisée comme monnaie d'échange. Cette fois, Hassan n'est plus celui qui choisit la cible, le moment ou la sortie. On lui impose les règles. Pour la sauver, il doit obéir, voler, mentir, avancer dans un jeu qu'il ne maîtrise plus. Et plus il cherche une issue, plus il découvre que chaque porte exige un sacrifice. Le premier porte le nom de Benjamin Ferrel. Benjamin n'est pas seulement un complice, il est celui qui connaît l'enfant derrière le voleur, l'homme derrière les déguisements. Depuis leur jeunesse, il a couvert Hassan, gardé ses secrets. Pourtant, pour protéger sa mère, Hassan finit par le tromper et le laisse tomber entre les mains de la police. Même si un plan existe pour le libérer, quelque chose se brise. Cette fois, Hassan ne manipule plus un ennemi. Il utilise la confiance de son meilleur ami comme une pièce sur un échiquier, et il découvre une vérité insupportable. À force de combattre des hommes capables de sacrifier les autres, il commence lui-même à leur ressembler. Mais le coup le plus cruel reste à venir. Pour échapper à ceux qui le traquent, Hassan orchestre sa propre mort. Le plan est brillant, presque parfait. Le monde doit croire qu'il n'existe plus. Pourtant, aucun déguisement ne peut le préparer à ce qu'il va voir. Caché dans l'ombre, vivant, il regarde Claire et Raoul pleurer devant sa tombe. Il voit son fils souffrir pour un père qui respire encore. Il pourrait avancer, prononcer son nom,
mettre fin à leurs larmes. Mais il sait qu'un seul pas pourrait les remettre en danger. C'est là que sa punition devient plus terrible qu'une prison. Ah, Hassan a passé sa vie à souffrir de l'absence de Babacar. Et maintenant, pour protéger Raoul, il fabrique lui-même l'absence qui détruit son fils. Lorsque Raoul découvre que son père est vivant, la joie ne suffit pas. Quelque chose s'est fissuré. Comment croire encore un homme capable de transformer sa propre mort en mensonge? Hassan voulait rester un héros dans les yeux de son enfant. Il devient celui dont Raoul doit apprendre à douter. Alors tout se rejoint. Sa mère, Benjamin, Claire, Raoul. Ceux qu'il voulait sauver sont devenus ceux qu'il fait souffrir. Et pour la première fois, Hassan comprend que son intelligence ne réparera pas tout. Il ne lui reste qu'une solution, celle qu'il a toujours refusée. Arrêter de fuir et accepter de payer lui-même le prix. Après avoir passé sa vie à prévoir chaque sortie, Hassan comprend enfin qu'il existe un piège dont il ne peut plus s'échapper. Ah, ce piège n'est ni la police, ni Pellegrini, ni même ses ennemis. C'est la peur qu'il impose à ceux qu'il aime. Claire ne peut plus vivre dans l'attente. Raoul ne sait plus si son père va revenir ou disparaître encore. Sa mère est devenue une cible. Benjamin a payé pour une guerre qui n'était pas la sienne. Alors Hassan envisage l'impensable, ne plus courir. Pour un homme qui a toujours survécu grâce à une porte dérobée, se rendre signifie renoncer à tout ce qui faisait sa force. Plus de déguisement, plus de faux noms, plus de plans préparés 3 coups à l'avance. Cette fois, il ne cherche pas à tromper la police. Il avance vers elle. Le geste paraît simple, mais il contient toute la tragédie de son existence. Hassan tend les mains et accepte les menottes. Celui qui savait ouvrir les serrures choisit volontairement de ne plus ouvrir la dernière porte. Il échange sa liberté contre une seule promesse. Zia, que Claire, Raoul et sa mère puissent enfin respirer sans regarder derrière eux. Et lorsque la porte de la prison se referme, une image ancienne revient avec une violence presque insoutenable. Babacar. Son père, lui aussi avait connu les couloirs froids, les murs gris, le bruit métallique des verrous. Lui aussi avait été séparé de son fils par une cellule. Mais la ressemblance cache une différence essentielle. Babacar avait été enfermé par une injustice. Hassan, lui, entre en prison par choix. Son père avait perdu sa liberté parce qu'on lui avait volé la vérité. Le fils abandonne la sienne parce qu'il comprend enfin que continuer à fuir ferait payer les innocents. C'est peut-être sa première victoire sans illusion. Il ne gagne rien, il ne récupère pas Claire, il n'efface pas les larmes de Raoul, il ne rend pas à Benjamin les jours perdus, il ne ressuscite pas Babacar. Mais il accepte enfin que certaines blessures ne peuvent pas être réparées par un tour de passe-passe. Dehors, pourtant, l'image d'Hassan continue de grandir. Pour beaucoup, il reste une sorte de héros populaire, un voleur capable d'humilier les puissants et de disparaître sous leurs yeux. Sa légende circule dans Paris, pendant que l'homme réel se retrouve seul derrière 4 murs. Et c'est là que le contraste devient cruel. Le public admire celui qui semblait libre de devenir n'importe qui. Mais Hassan, lui, n'a plus de faux visage à porter. Pour la première fois, il ne lui reste que son vrai nom et le silence. Il croit alors avoir payé le prix final. Il pense que l'histoire peut enfin s'arrêter ici. Mais de l'autre côté de ces murs, un nom qu'il connaît trop bien n'a pas disparu. Hubert Pellegrini. Hassan pensait avoir enfin mis un terme à la fuite. Ah, en acceptant la prison, il avait choisi de perdre sa liberté pour rendre la leur à Claire, à Raoul et à sa mère. Pour la première fois depuis des années, il ne préparait plus d'évasion. Il voulait croire que les portes métalliques qui se refermaient derrière lui marquaient aussi la fin de son combat. Mais certaines histoires refusent de mourir. Dans cette prison, un nom revient comme une blessure que l'on croyait cicatrisée. Hubert Pellegrini. L'homme qui se trouve à l'origine du drame de Babacar, celui qu'Hassan a poursuivi pendant des années, est toujours là.
Et lorsqu'un message parvient jusqu'à lui, le doute s'installe immédiatement. Et si Hassan n'avait jamais réellement contrôlé la partie? Pellegrini laisse entendre que ce qu'Hassan vient de traverser pourrait cacher quelque chose de plus vaste. Le retour de sa mère, les manipulations, les pièges successifs, tout cela appartenait-il seulement au hasard, ou quelqu'un avait-il continué à déplacer les pièces dans l'ombre? Aucune certitude ne permet encore d'aller plus loin, mais c'est précisément cette absence de réponse qui rend la situation terrifiante. Hassan, l'homme qui avait toujours un coup d'avance, découvre qu'il pourrait lui-même avoir été observé, guidé, poussé vers certaines décisions. Pour lui, cette idée est pire qu'une cellule. Toute sa légende repose sur le contrôle. Il choisit le costume, le moment, le mensonge, la sortie. Il transforme le regard des autres en arme. Pourtant, assis derrière les barreaux, il doit désormais envisager que quelqu'un ait pu faire la même chose avec lui. Dehors, Paris continue pourtant de voir une autre image. Hassan est devenu presque une figure populaire, un voleur insaisissable qui ridiculise les puissants et retourne leurs privilèges contre eux. Sa silhouette appartient désormais au mythe. On admire son intelligence. Ses déguisements, cette impression qu'aucune porte ne peut réellement l'arrêter. Mais la vérité derrière cette image est beaucoup plus sombre. L'homme célébré comme libre ne peut pas rentrer chez lui. Il ne peut pas partager un dîner tranquille avec son fils. Il a perdu Claire, blessé Benjamin, obligé sa mère à vivre avec les conséquences de sa guerre, et laissé Raoul pleurer devant une tombe qui ne contenait personne. C'est là que le parallèle avec Omar Sy devient presque vertigineux. Omar, lui, est parti d'un quartier populaire où les possibilités semblaient limitées, puis il a franchi les frontières, appris une nouvelle langue et construit une carrière internationale. Hassan emprunte le chemin inverse. Plus il devient brillant, plus son univers se rétrécit. L'un a utilisé son talent pour agrandir sa vie. L'autre utilise le sien pour survivre à une vie qui se referme sur lui. Et lorsque la porte de la cellule se ferme une nouvelle fois, une question demeure. Hassan Diop a-t-il enfin payé sa dette ou vient-il seulement d'entrer dans le dernier piège préparé pour lui depuis le commencement? Omar Sy a quitté Traps pour conquérir le monde, tandis qu'Hassan Diop, lui, semble condamné à courir après une liberté toujours plus lointaine. Il peut ouvrir les coffres, tromper ses ennemis, changer de visage, mais il ne peut pas effacer les blessures laissées à ceux qu'il aime. Et c'est peut-être là sa véritable tragédie. Il a passé sa vie à venger un père perdu, avant de comprendre qu'à force de combattre le passé, il risquait de perdre sa famille présente.